GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, avec aujourd'hui Étienne Liebig, éducateur, Zora Bitan, cadre de la fonction publique, David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix, et tout à l'heure les GG et vous, avec notamment un GG et vous pour Zora, pour les européennes et le Rassemblement national. Et on aura un GG et vous aussi pour Étienne Liebig qui va reparler avec l'un de nos auditeurs sur les invectives, les insultes entre Gilbert Collard et Daniel Cohn-Bendit, entre autres GG bien sûr. C'est l'heure du grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes. Bonjour Madame Schiappa. Que s'est-il passé dans la nuit de vendredi à samedi? On va bien sûr parler des résultats des européennes et puis de la suite du quinquennat de Macron. Mais que s'est-il passé devant votre domicile dans la nuit de vendredi à samedi? Dans la nuit de vendredi à samedi, j'étais endormie. Chez moi, il y avait mon mari, mes 2 filles et une amie de ma fille cadette qui était venue passer le week-end avec nous au Mans. Nous avons été réveillés peu avant environ 1h du matin par une quarantaine de gilets jaunes en furie, sous nos fenêtres, en train de jeter des pétards sur la maison, de crier des insultes, des menaces de mort, des slogans, de taper sur les portes et fenêtres. Ils avaient également tagué, dégradé la porte, collé des affiches de façon extrêmement violente, qui ont évidemment tiré les enfants du lit qui étaient en pleurs et en cris face à ces menaces extrêmement violentes, d'une violence inouïe et d'une surprise inouïe. Ils étaient combien? Une quarantaine environ. Combien de temps sont-ils restés? Écoutez, je crois qu'ils sont restés environ un peu plus d'un quart d'heure, mais c'est toujours difficile à dire dans ces moments-là parce que vous êtes sous le coup de la surprise. La police est arrivée quand ils venaient juste de partir, mais une grande partie d'entre eux ont été identifiés, étaient déjà connus des services de police. Et oui, il y a une plainte qui est en cours, parce que je crois que là, on franchit une ligne rouge. Si vous voulez, je peux supporter un certain nombre d'insultes, de mises en cause, de menaces de mort assez quotidiennes au demeurant dans l'exercice de mes fonctions. Ça me concerne, ça concerne mon engagement. Qu'on s'en prenne à mes enfants, qu'on vienne dans la maison familiale, là où il y a des petites filles qui sont en train de dormir et qu'on les menace et qu'on les traumatise de cette manière-là, je ne peux évidemment pas le tolérer. On a franchi un cap dans la violence finalement politique? Oui, complètement. Enfin, je sais pas, moi j'ai été, je viens de Corse et je suis attachée au respect d'un certain nombre de valeurs, notamment on ne touche pas aux enfants, on ne menace pas les enfants, on ne mêle pas les enfants des responsables politiques aux engagements de leurs parents. Et là, je crois que les exposer à de telles violences, à de telles menaces importantes, répétées, être réveillé avec des bruits de détonation, des menaces de mort dans des mots crus et très violents de la part de personnes dont certaines étaient éméchées. Schiappa, on est venu pour te crever, c'est ton dernier jour. Alors, il y avait au milieu de ça des Macron démission, Castaner démission, Schiappa démission, des chants. Alors, j'imagine que pour eux, ça devait être festif puisqu'ils sont partis en chantant et en jetant des pétards sur la maison. Mais pour les enfants qui étaient à l'intérieur de la maison, c'était nettement moins festif. Vous avez essayé de dialoguer ou pas? Oui, mon mari est sorti en fait pour demander à parler à des responsables ou des délégués de ce groupement et essayer d'initier un dialogue. Ils sont restés éberlués, comme surpris que quelqu'un demande de dialoguer. Ils ont préféré continuer à jeter des pétards et poursuivre l'action violente. Mais néanmoins, ils ont dit « Ah, il y a un bonhomme, etc. » Et ils ont fini à ce moment-là par commencer à partir, à se replier. Comme quoi, ils ne sont pas non plus très courageux parce que terroriser une femme, une mère avec ses enfants, apparemment, ça ne les perturbait pas. Mais quand ils se sont aperçus qu'il y avait effectivement un bonhomme, pour reprendre leurs termes, ça les a dérangés. Passons aux résultats de ces élections européennes. C'est une défaite pour vous? Écoutez, on n'arrive pas en tête, c'est le Rassemblement national qui est en tête, donc ça n'est jamais une bonne nouvelle dans les élections. Néanmoins, on voit ce matin avec les résultats consolidés que La République En Marche fait un score très honorable en étant 0,9 points derrière le Rassemblement national, et on constate aussi l'effondrement d'anciennes familles politiques qui étaient des familles politiques de gouvernement jusqu'à présent. Je pense à LR et au Parti socialiste. Comment vous l'expliquez justement les deux partis qui pendant plus de 35 ans ont gouverné la France, la droite et la gauche, les Républicains, l'UMP et le RPR d'un côté, le PS de l'autre. Comment expliquer cet effondrement? Je crois que c'est la poursuite de la recomposition politique du pays, en fait. C'est-à-dire qu'on a dit pendant longtemps, certains ont dit pendant longtemps que l'élection du président Emmanuel Macron était une forme de hasard, d'alignement des planètes, etc. Mais là, ce qu'on voit, c'est que vraiment la vie politique poursuit sa recomposition et que l'ancien clivage gauche-droite est désormais remplacé par le clivage progressiste contre populiste. Oui, mais est-ce que c'est pas très dangereux? Parce qu'effectivement, il y a une nouvelle bipolarisation qui se met en place. D'un côté Macron, de l'autre Le Pen. Mais si Macron échoue, c'est donc Le Pen ensuite?
Mais si vous voulez, ça Parce fait qu'avant, quand la droite échouait, c'était la gauche. Quand la gauche échouait, c'était la droite. Mais si Macron échoue, c'est Le Pen. Mais ça, c'est un état de fait et nous en prenons acte. Ça n'est pas La République En Marche qui existe depuis moins de 3 ans, qui a créé et fait monter pendant des années le Rassemblement national. Donc c'est un état de fait et effectivement, le parti d'Emmanuel Macron est celui qui incarne l'adversaire et le rempart face au Rassemblement national, oui. Et que répondez-vous à Wauquiez qui dit mais notre échec c'est parce que Macron a choisi son adversaire Marine Le Pen, mais finalement artificiellement ce duel en scène. Vous savez, je crois que c'est Kennedy qui disait la victoire a 100 pères et la défaite est orpheline. Là, on voit bien que chez les Républicains, la défaite est orpheline. Tout le monde blâme tout le monde, personne ne dit que c'est de la faute de personne, à part d'Emmanuel Macron. Écoutez, ils ont perdu une élection, il faut maintenant que eux en tirent les conséquences. Oui, mais Madame Schiappa, le Rassemblement national est un point, on va dire, devant vous. Derrière sont les écologistes. Donc vous êtes intercalés entre deux forces politiques qui sont complètement identifiées. Est-ce bien raisonnable de dire, comme l'a dit Emmanuel Macron hier, je continue, c'est l'acte 2 du quinquennat, et je ne bouge pas le cap des réformes? D'abord, si on regarde normalement ce qui se passe en termes d'élections européennes, habituellement, on voit que déjà là, il y a une participation nettement supérieure. Et le président de la République s'était engagé dans cette élection, notamment pour faire en sorte que les européennes intéressent de nouveau les Françaises et les Français. Et là, c'est ce qu'on a vu. Pour la première fois, il y a autant de monde qui va voter à une élection européenne que pour des élections, par exemple, législatives. Ensuite, sur le vote écologiste, moi, à titre personnel, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a un message de la part des citoyennes et des citoyens en France disant que l'écologie est importante, que l'écologie doit être une urgence politique et nous invite à aller plus loin dans le travail qui est mené par François de Rugy, par Brune Poirson, Emmanuel Vargon et par l'ensemble du gouvernement, notamment avec le Conseil de défense écologique créé par le président. Oui, mais ça veut dire quoi accélérer? Parce que, bon, certes, finalement, c'est pas vraiment un vote sanction et vous sauvez les meubles, mais c'est pas non plus un vote extraordinaire puisque vous n'êtes pas premier. Donc accélérer, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est pas une provocation en fait de dire on va accélérer maintenant? Pas du tout. Moi, je crois qu'il faut être assez respectueux de la démocratie. Il y avait d'abord des enjeux européens dans cette élection. Donc, il y a une vingtaine de députés RN et une vingtaine de députés La République En Marche qui vont dès lundi être à Bruxelles pour porter le projet européen. Et pour le reste, on voit que, pardon de le dire comme ça, mais les voix du centre droit et de la droite républicaine sont maintenant à La République En Marche. D'accord, mais ça veut dire quoi accélérer? Simplement accélérer, ça veut dire quoi concrètement pour la vie des Français dans les 3 années qui restent du quinquennat? Ça veut dire aller plus vite et produire des résultats plus rapides. Ce qu'on observe, et c'est ce qui avait été dit aussi par une partie du mouvement des Gilets jaunes, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait effectivement une forme d'impatience à avoir des résultats concrets dans la vie quotidienne des gens. Si je prends par exemple la question des mères isolées, qui a été désormais identifiée et qui est traitée, je pense qu'il faut qu'on aille très vite sur les engagements du président sur la pension alimentaire et on est mobilisé là-dessus avec mes collègues. Donc ça sera la pension alimentaire, ça va se faire rapidement? Dès début juillet, on pourra présenter des annonces avec Agnès Buzyn, Christelle Dubos sur ces questions. Un exemple concret d'accélération qu'on attend. Moi, effectivement, je suis un transfuge de l'UMP, donc je suis arrivé par conviction à La République En Marche, c'est un secret pour personne et je l'ai fait. Là, vous êtes en train de parler d'une accélération qui serait une réponse à cette prise de conscience globale en Europe de l'urgence écologique. Pour moi, l'accélération qui serait un signe véritablement indicatif de votre implication, ce serait l'arrêt total, à court terme, de l'utilisation du plastique à usage unique. Ça, c'est une symbolique que tout le monde peut entendre, qui n'est pas l'empreinte écologique qu'on peut laisser quand on prend l'avion, parce que ça, c'est quelque chose de clivant, ou la voiture ou le diesel. Ça concerne tout le monde. C'est à la fois nous, en tant que citoyens, qui pouvons refuser les sacs, mais vous qui pouvez les interdire. C'est un acte fort. Est-ce que vous avez les moyens de produire cet acte fort? Bien sûr, moi d'abord, je partage complètement votre constat. Si je peux partager aussi ce fait, moi qui m'a profondément choquée, on a trouvé une mare de plastique au large de la Corse, entre la Corse et l'île d'Elbe, amenée là par les courants avec des bouteilles en plastique, des détritus, des objets en plastique à usage unique, etc. Donc ça, c'est vraiment une révolte et un sentiment de révolte vis-à-vis de cette pollution environnementale qui persiste. Maintenant, sur ce que nous pouvons faire, effectivement, l'Europe, là aussi, peut jouer un rôle. Et c'est pour ça que la France a été à l'initiative de l'interdiction des plastiques à usage unique, à échéance de quelques années, pour que la transition, justement, ait le temps de se faire, que les industriels puissent proposer d'autres objets, qu'on remplace les pailles en plastique à usage unique, par exemple, par des pailles en carton recyclé, qu'on puisse avoir un certain nombre de propositions. C'est l'entreprise dans la Nièvre, d'ailleurs, qui fait ça. Exactement, un certain nombre de propositions contre les gobelets en plastique. J'étais à Vivatech, il y avait un certain nombre de start-upers qui ont créé, justement, des outils pour qu'on puisse maintenant aller vers des choses qui ne soient plus en plastique et plus à usage unique. Et ça, c'est effectivement la France et Emmanuel Macron qui l'ont porté. Mais quand vous verdissez parce que La République En Marche a beaucoup
verdi ces derniers jours, ces dernières semaines, son programme, son discours, Emmanuel Macron le premier, c'est quand même l'original qui en profite en général. On préfère toujours l'original à la copie, et on a préféré finalement Jadot à 13%. D'abord, je ne sais pas si on a préféré Jadot. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs du Parti socialiste, jadis, qui se sont effectivement reportés sur Europe Écologie Les Verts. Ensuite, moi, vous ne me verrez jamais attaquer le vote de qui que ce soit pour Europe Écologie Les Verts. Je pense que c'est effectivement une liste pro-européenne. Et si on ajoute justement ces forces, on voit qu'il y a un plébiscite du projet européen d'une part. Et d'autre part, effectivement, traditionnellement, les européennes sont des élections où, entre guillemets, les gens se font plaisir et votent un vote qui alerte un message. Il pourrait y avoir une alliance, La République En Marche, Europe Écologie Les Verts, puisque Jadot aujourd'hui sort du clivage gauche-droite. Mais ce qu'on observe, c'est que maintenant, Europe Écologie n'est pas dans un discours contre l'économie de marché, etc. Donc il y a une forme de volonté d'écologie raisonnée qui rejoint. Mais vous souhaiteriez cet accord? Pourquoi pas pour les municipales, pour les échéances à venir? Je crois que chacun a son positionnement. Maintenant, puisque vous évoquez les municipales, effectivement, si je regarde ce qui s'est passé au Mans, là où moi je suis élue, en tête arrive très largement devant La République En Marche. Et donc ça, c'est un score, je crois qu'il faut saluer sur la ville du Mans. Ensuite, vous avez derrière, effectivement, Europe Écologie Les Verts qui fait un score important à 1 point seulement du Rassemblement National et qui est loin devant le Parti Socialiste. Ça veut dire que Europe Écologie Les Verts, qui devait être une force d'appoint dans une majorité municipale avec le Parti Socialiste, est désormais la première force de la majorité municipale. Ça change tout peut-être pour nous, mais ça change tout aussi, en l'occurrence au Mans, par exemple, pour le maire, qui en fait n'est pas du tout en phase avec les visées politiques. Exactement, Stéphane Le Foll. Il n'est pas en phase avec les visées politiques des citoyens de sa ville. À Paris, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écologistes sont devant les socialistes à Paris. Mais complètement. Les écologistes ou Nathalie Loiseau, dans la plupart des arrondissements, c'est Nathalie Loiseau, c'est La République En Marche qui est devant. Ça veut dire qu'à Paris... D'où ma question d'un accord historique mais déjà, je pense qu'il faut poser ce constat qui n'était pas évident, mais les Européennes nous l'ont montré, à Paris non plus. La maire de Paris n'est pas en phase avec les envies, les volontés, les orientations politiques des Parisiennes et des Parisiens qui ont plébiscité La République En Marche et les Verts. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le nouveau clivage politique En Marche et RN. Est-ce que vous pensez que En Marche existe en dehors d'Emmanuel Macron ? C'est-à-dire que, parce que là, vous l'avez présenté comme finalement une forme d'idéologie et de réel parti politique. Mais une fois Emmanuel Macron parti, fatigué, je ne sais pas quoi. Mais pourquoi partirait-il ? Non, mais pourquoi pas ? Je veux dire, est-ce que ça existe ? Est-ce que c'est une véritable façon de penser ? Est-ce que c'est une idéologie ? Cette façon d'avoir réuni comme ça un peu de gens de droite, un peu de gens de gauche et d'avoir fait un melting pot. Est-ce que ça existe réellement ou est-ce que tout repose sur le bonhomme ? Les deux, mon général. D'abord, je dirais qu'effectivement, c'est un mouvement qui a été créé par Emmanuel Macron pour la campagne présidentielle dans un contexte assez particulier. Et si on est très sincère, on peut partager le constat qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus effectivement de droite, de gauche, du centre et d'ailleurs, qui sont venus pour la personnalité d'Emmanuel Macron et pour ceux qui l'incarnent. Et merci de me donner raison à cet égard. Mais par ailleurs, nous avons aussi un socle important de valeurs communes. Qu'est-ce qui fait que Édouard Philippe, moi-même, Daniel Cohn-Bendit, Nathalie Loiseau et d'autres, nous nous retrouvons ensemble alors que nous venons d'horizons différents? Ce sont nos valeurs communes. C'est la défense des valeurs de la République, c'est la défense du progressisme, c'est la défense de l'égalité, une forme de solidarité et un attachement à la liberté. Et nous, on est en train de construire justement ce corpus idéologique à La République En Marche. J'ai en charge le débat d'idées pour le parti La République En Marche. Et avec d'autres, nous sommes en train justement de travailler à ce qui est notre ligne politique à cet égard, au-delà du président de la République. Vous restez avec nous, Marlène Schiappa, suite du grand oral des GG dans un instant, en direct sur RMC, RMC Story. Des questions de Zora Biton, à tout de suite. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.